Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais faire circuler le micro pendant que Cécile Tomé, Fabrice Xil et Lucille Laviola se tiennent à disposition. Bonjour, j'ai une question pour Madame Abiola concernant la gestion des violences obstétricales. Vous m'entendez? Je vais essayer de parler fort. Il se trouve que je suis élève directeur d'hôpital et je m'intéresse à ce que seront les attentes des soignants dans les futures maternités. Et je me posais la question sur la gestion des conflits, très concrètement, très en pratique, des conflits qu'il peut y avoir entre, entre guillemets, la volonté de la parturiente au moment de l'accouchement, et sa volonté tout à fait légitime, et ce qui peut être, et je ne vais pas parler de sécurité du fœtus, mais plutôt sa volonté à elle, si c'est le cas, que son enfant naisse sain ou en bonne santé, donc à l'issue de l'accouchement. Et je me posais la question, est-ce que, comment on fait pour gérer très concrètement ces éventuels conflits qu'il peut y avoir entre le respect de la volonté de la mère et la sécurité du fœtus qui est aussi, entre guillemets, sa volonté à terme, en tout cas ce qui peut être le cas. Là, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais dans le cadre de ma thèse, j'ai fait des observations et des entretiens avec des soignants. Et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la problématique des violences obstétricales, c'est-à-dire que la norme de la santé du fœtus est la norme prioritaire pour les soignants. Et effectivement, il peut y avoir un décalage avec la volonté de la mère. Mais en même temps, je pense que ça peut être aussi un terrain d'entente pour avoir des soins et des compromis de soins qui ne mettent pas en danger l'enfant et tout en respectant la volonté de la mère. C'est des conflits concrètement qu'on essaye d'anticiper, c'est-à-dire via les projets de naissance. Finalement, ces projets de naissance nous permettent de discuter de ce qui va être possible de faire ou pas possible de faire, ce qui est acceptable dans l'institution ou non acceptable pour qu'ensuite la patiente puisse faire le choix d'éventuellement un accouchement à domicile ou dans une maison de naissance plutôt que dans un hôpital ou une maternité de type 3. Donc l'objectif, c'est déjà d'anticiper ces demandes pour en discuter le plus possible, d'essayer de trouver un compromis et de discuter de nos normes. Je crois que c'est important aussi qu'on partage nos normes, nos contraintes systémiques pour essayer de discuter ensemble et que la patiente soit impliquée dans les décisions qu'on prend. Et donc, on essaye de désamorcer les conflits comme ça. Après, si un conflit perdure et que la patiente refuse le soin, il peut y avoir des rapports d'autorité, clairement, sur la santé du fœtus. Mais attendez, vous avez fait un enfant, c'est pas en bonne santé. Donc, c'est vraiment un argument d'autorité, la santé du fœtus. Mais l'objectif, quand même, c'est d'essayer de trouver des compromis. Et du coup, il n'y a pas de solution miracle. On essaye de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour vous? On essaye de hiérarchiser les demandes pour s'adapter au mieux à la patiente dans un système de soins contraint, et ce qui est parfois compliqué. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et peut-être, j'avais l'exemple, parce que par exemple, je suis en stage dans un hôpital psychiatrique où on essaie de déployer les plans de prévention partagés, donc définir avant la crise ce que va être la modalité de gestion de la crise avec la personne. Et pour nous, c'est un indicateur de systématiser ça. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des manières d'améliorer la façon dont on systématise justement les choses en amont? Le projet de naissance, c'était clairement son objectif, d'essayer à la fois que les patientes puissent exprimer leurs souhaits, mais je crois que c'est surtout un outil de communication. Maintenant, encore une fois, il y a des femmes qui sont dans la capacité d'écrire ce projet de naissance et de se questionner, d'autres moins, mais effectivement, peut-être de systématiser ou en tout cas de mieux questionner les femmes sur ce qui est important pour elles et surtout d'expliquer nos normes, mais pas d'imposer des soins sans les expliquer et sans les justifier.
Je pense qu'on peut être encore plus radical, hein. Il me semble que la mise en avant d'un risque pour l'enfant à naître, ça peut être, et c'est dans un grand nombre de cas, un alibi pour considérer que les femmes qui vont accoucher sont exemptes de la loi du 4 mars 2002, en tout cas qu'on s'exempte des obligations qu'on a vis-à-vis d'elles. Et cette invocation du risque vis-à-vis de l'enfant à naître, il y a des textes, y compris de jurisprudence qui le montrent, on considère que c'est un argument pour aller contre cette volonté. Donc ce serait la seule exception dans le champ de la santé pour aller contre. Ensuite, sur la question de la systématisation, je suis d'accord, mais à l'intérêt de qui ? Est-ce qu'on systématise cette anticipation des préférences dans l'intérêt de la future mère qui veut anticiper les modalités de son accouchement, ou est-ce qu'on systématise l'anticipation pour le seul confort sans qu'elle le souhaite et pour le confort de l'équipe qui va l'accueillir? Donc si c'est les deux, je trouve que c'est satisfaisant. Si c'est une systématisation procédurale du service accueillant, ça ne me semble pas aller dans le sens du respect des droits des femmes qui vont accoucher. Je suis tout à fait d'accord sur cette problématique de systématisation. Il y a des femmes qui n'ont pas envie non plus de faire ce travail-là et qui... voilà. Mais c'est vrai que l'argument d'autorité de la santé du fœtus reste primordial. Et quand on interroge les soignants, c'est quelque chose qui n'est pas questionnable. C'est-à-dire, moi, dans les entretiens que j'ai passés, j'ai des soignants qui m'ont dit si c'est remis en cause notre norme de traitement de l'enfant in utero, j'arrête ce métier. Donc c'est vraiment compliqué. Alors c'est pas vraiment une question. Moi je suis une personne soignante à la base et du coup j'invite les gens à réfléchir un petit peu qui sont dans le soin sur les notions d'eugénisme et de sanisme en tant que norme intériorisée et du coup projetée sur la personne qui va accoucher. Très souvent. Voilà, c'est une question à mon sens qui est à interroger par rapport le rapport des soignants quant aux personnes différentes, notamment les enfants, les bébés, qui deviennent par la suite des adultes. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre remarque, et je pense que ça va s'étendre dans toute la journée. Il y a beaucoup d'interventions très intéressantes dans leur contenu, mais elles sont établies par des personnes cisgenres et très vraisemblablement hétérosexuels. Et du coup, je vous invite à réfléchir par rapport à votre situation, votre position sociale lorsque vous établissez des savoirs, que du coup, après, derrière, vous diffusez. D'un point de vue épistémologique, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, sur la production et la diffusion des savoirs pour pas en invisibiliser d'autres, pour pas confondre, on en revient à sexe égale genre. Je rappelle que toutes les personnes qui ont un utérus ne sont pas des femmes, et il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus, notamment. Voilà. Je souscris à votre remarque, simplement je constate que vous postulez nos orientations sexuelles, ce qui me semble un peu curieux quand même. Mais je vous laisse la responsabilité. Mais sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais quand même, je ne peux pas laisser passer. Oui, moi j'ai une question. Alors j'espère que je vais bien réussir à l'expliquer parce qu'elle n'est pas encore tout à fait claire pour moi-même. À partir de la présentation de Cécile Thomé, mais en fait pour tout le monde. Si je reprends la distinction qu'a fait Paul Leu dans l'introduction entre inégalité et injustice, donc je vois bien l'inégalité de prise en main, de prise en charge de la contraception qui est manifeste. Et ma question c'est, est-ce que c'est une injustice et en quoi c'en est une? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, la sensation que j'ai, c'est que, les hommes, mais vous avez raison en fait, les personnes qui ne peuvent pas tomber enceintes, s'occuper de la contraception, ça relèverait d'une forme de responsabilité. Alors que pour les personnes qui peuvent tomber enceintes, s'occuper de la contraception, c'est aussi une manière, il me semble, d'être libre de disposer de son corps, enfin de s'assurer qu'il n'arrivera à son corps que ce qu'on souhaite. Et donc je me demande d'une certaine manière, est-ce que c'est quand même pas mieux, d'un point de vue éthique, au fond, que ce soit les personnes qui peuvent tomber enceintes qui... Enfin, mieux je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même une manière de sortir de la domination, justement, dans laquelle c'était les hommes qui finalement prenaient cette responsabilité, mais qui n'étaient pas responsables finalement de la transformation du corps qui est de tomber enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore très clair pour moi, mais voilà, je voulais vous interroger par rapport à ça.
Merci. C'est une question intéressante et qui est souvent posée, celle de savoir est-ce que finalement, en donnant des droits aux hommes, on n'en enlève pas aux femmes. Moi, je pense que non. Je pense que, au contraire, le fait de multiplier le nombre de méthodes possibles, ça donne plus de droits à tout le monde. Alors, à la fois d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que finalement, les hommes aussi, si la femme tombe enceinte, ils devront s'occuper de l'enfant à un moment potentiellement. Donc ça veut dire que chacun peut être responsable d'avoir ou non une descendance. Et par ailleurs, on est dans une société où beaucoup de gens vivent en couple. Et la contraception, c'est une problématique qui doit être une problématique de couple. Moi, j'en ai beaucoup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup croisé dans ma thèse, dans le cadre de couple avec des femmes qui ne voulaient plus utiliser de méthode hormonale, auquel le DIU au cuivre, qui est la seule méthode qui a pas d'effet sur le script et qui est non hormonale, ne correspond pas parce que il faut avoir des règles peu douloureuses et pas trop abondantes, sinon souvent c'est compliqué. Et qui se retrouvaient dans des situations où elles me disaient, ou leur partenaire me disait, on est deux là-dedans, elle a tout essayé, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quelque chose qu'on va penser à deux. Et moi, j'ai pas mal étudié des couples où c'est le retrait qui est pratiqué, qui est une méthode qui est très très sous-évaluée en France, parce qu'on a du mal à la mesurer quantitativement. Et ce qu'on voit dans ces couples-là, c'est que finalement, dans le cadre de couples installés, où la relation se passe bien entre les partenaires, les femmes, assez rapidement, faisaient confiance à leur partenaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'on est dans des cas où vous avez tout à fait raison, il y a des situations de domination et de mise en danger de son propre corps qui peuvent arriver, mais c'est aussi dans des couples où l'avortement est quelque chose de possible, qui n'est pas considéré comme étant nécessairement quelque chose de dévastateur, finalement, pourquoi pas en fait? Et je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir une hiérarchie de méthodes qui serait plus ou moins bonne, et ça permet aussi de déconstruire cette différence entre hommes et femmes. Pour autant, encore une fois, le fait de dire qu'il faut que les hommes s'impliquent dans la contraception, ça ne veut à aucun moment dire qu'il faut que les femmes arrêtent de s'y impliquer aussi. Ça veut juste dire que quand il y a deux personnes qui s'intéressent à ces questions-là, en fait, les deux peuvent s'impliquer là-dedans. Mais vous avez raison, c'est une question vraiment intéressante. Je veux dire, faut pas retirer des droits aux femmes. Et Élise a rappelé le contexte en introduction. Mon Dieu, on est vraiment dans une période où c'est plus vrai que jamais, quoi. Bonjour, moi je suis infirmière, je suis en Master 2. J'ai été infirmière à l'Éducation nationale et pendant 7 ans, ces discussions avec les adolescentes est plus que réelle, pratique, avec l'influence de leur mère, avec l'influence de leur religion, avec l'influence... Une amie m'a parlé de vous, vous êtes passé à l'APSES, donc je sais que vous avez sensibilisé les profs d'économie, de sciences sociales, et j'espère que ça infusera dans l'éducation nationale. L'éducation à la sexualité est sortie dans un manuel. On voit bien là que Elisabeth Borne est en train d'essayer de mettre quelque chose à l'éducation nationale qui existe. Mais toutes ces discussions sont plus qu'importantes. Est-ce que vous allez investir le champ de l'éducation à la sexualité dans l'éducation nationale? Merci. Oui, alors l'APSES, c'est l'association des professeurs de SES. Et ils font une formation nationale de 2 jours. Et donc, le thème cette année, c'était les corps. Et on était, je ne sais plus, 6-7 intervenants sur le sport, sur, je ne sais plus, l'alimentation, tout ça. Et moi, c'était sur la sexualité. C'est une question intéressante. D'ailleurs, j'ai eu des propositions de professeurs pour aller... dans les classes, en discuter avec eux, ce que je compte faire, parce que c'est chouette. Moi, j'ai pas travaillé sur l'éducation à la sexualité en tant que telle, qui est un domaine de recherche qui relève aussi de la pédagogie, et donc je suis pas une spécialiste du sujet. Je peux donner des résultats, mais c'est vrai que c'est peut-être ça reste peut-être un niveau trop théorique pour être vraiment j'ai pas de réflexion sur comment est-ce qu'on enseigne ça aux jeunes, parce que c'est pas là-dessus que j'ai travaillé, et que par ailleurs maintenant je travaille beaucoup moins sur les questions de sexualité, parce que je suis en train de je travaille maintenant sur la question de la santé numérique et l'utilisation des applications de suivi de l'endométriose et du SOPK, donc j'ai un petit peu changé de champ. Après 10 ans, je veux dire, j'adore le travail que j'ai fait ces 10 dernières années, mais c'est bien aussi de changer. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de débats ces derniers temps sur les VRARS, l'éducation à la vie
Et c'est des questions fondamentales. Et vous évoquiez les questions, la socialisation par les mères, ça c'est quelque chose qui est effectivement très bien montré en sciences sociales. Et la question de la religion, qui est une question à laquelle moi je me suis assez peu frottée. J'ai une collègue qui a fait sa thèse sur sexualité et religion, Marion Maudet, qui a publié un livre en avril dessus. Et elle a travaillé sur les catholiques et les musulmans notamment. Moi j'ai pas mal travaillé sur les catholiques parce que je me suis intéressée aux méthodes de détermination de l'ovulation et c'est un domaine où les catholiques sont très majoritaires. C'est tout doucement en train de changer, mais en termes... Bon, je passe. Mais voilà. Mais du coup, comme la religion catholique est la seule religion qui a vraiment une doctrine extrêmement forte en matière de contraception, moi, c'est les seuls que j'ai vraiment étudiés parce que finalement, les protestants, les musulmans, les juifs, c'est beaucoup moins le cas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que sur l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire et moi, je suis toujours enchantée de discuter avec des gens dont c'est le métier et de pouvoir... échanger là-dessus. Oui, bonjour, je suis pharmacien hospitalier de formation et de carrière et j'ai une question pour Lucille Abiola. Par rapport aux composantes sur les violences obstétricales, je m'interroge sur le fait qu'il y ait ou pas des études concernant l'impact du sexe ou du genre du professionnel de santé qui prend en charge les femmes sur justement la présence d'une violence obstétricale plus importante ou pas. Y a-t-il des études sur le sujet? Non, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études sur le genre du soignant, sur le sexe du soignant dans la prise en charge. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce soit... en tout cas, ça n'a pas été décrit qu'il y ait des vraies différences entre les sages-femmes et les médecins. Que ce soit homme ou femme, c'est-à-dire que des violences rapportées, ça peut être également des femmes. Donc non, il n'y a pas réellement d'études. Ce sujet, il a été peu il est très traité, mais encore peu pris en compte par vraiment le monde médical. À part sur le fait que ce soit des contraintes parce que les femmes arrivent avec la peur de subir des violences obstétricales. Donc non, j'ai pas de réponse à vous apporter sur ça. Mais à mon avis, la justification, comme on disait tout à l'heure, l'argument d'autorité sur la santé du fœtus peut faire que les violences obstétricales soient réalisées par des femmes ou des hommes. Bonjour, Greg Quélin, je suis doctorant en STAPS en géographie. J'avais une petite question pour Fabrice Xil. Je voulais savoir si, à partir des réalités que vous avez observées, vous êtes finalement arrivé à une définition, un essai de définition de la notion d'injustice de genre. On voit qu'il y a une question d'inégalité et d'injustice qui revient beaucoup, donc peut-être de différenciation entre les deux. Et en complément, est-ce qu'il y a une logique de priorisation qui s'est instaurée peut-être entre les réalités que vous avez observées, que ce soit au niveau social, ou même au niveau des enjeux de recherche, ou alors de croisement peut-être de ces réalités. Donc voilà, priorisation ou croisement et un essai de définition ou de compréhension en tout cas de la notion. Sur les éléments, déjà j'en ai zappé en passant, vous devez en avoir 9 et non pas 10, j'ai zappé celui de Lucille qui concerne les inégalités dans les modalités de prise en charge. Et sur notamment, il y a ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales, et il y a aussi ce que moi j'avais eu à traiter dans un avis du CCNE sur une saisine d'Elisabeth Borne sur consentement et respect de la personne, les examens gynécologiques et touchant à l'intimité. Donc il était aussi le constat qu'on a fait que le consentement des patientes allant consulter en gynécologie était souvent, et en obstétrique, en gynécologie notamment, était présumé qu'il n'y avait pas toujours, même si on observait une évolution récente des pratiques très sensibles, une attention, une vigilance à l'inconfort, à la souffrance liée aux examens, une prise de conscience qu'il faut expliquer ce qu'on va faire, en quoi l'examen consiste, etc., etc. Donc il y a cette dimension-là que j'avais omise, et je pense que ce que nous a dit Cécile en rajoute une 11e, c'est-à-dire cette fois où c'est pas le soin administré de l'extérieur, mais c'est le soin de soi, ce qu'elle a appelé le travail contraceptif et le travail reproductif, qui est encore une autre zone. Bon. Donc du coup, je ne cherche pas à unifier la question, et est-ce que ça rentre
sous cette catégorie. C'est la question que posait Alexis, c'est les phénomènes qu'on décrit, et vous avez vu qu'on va trop vite un peu. Alors évidemment, Cécile a eu du temps de décrire plus précisément que moi je ne l'ai fait, et Lucille aussi, mais la question est de savoir, notamment, comme le disait Alexis, est-ce que ça relève d'une injustice? C'est des différences, des inégalités, est-ce que c'est constitutif d'injustice? Et moi je trouve que l'exemple sur la façon dont le travail contraceptif est réparti au sein du couple, sachant que des couples, il y en a de différentes sortes, de différentes durées, avec différents types d'engagement, à différents âges, etc., etc. On ne va pas les normer eux aussi. Bon. Et donc cette question de savoir si on est de l'avis de Françoise Héritier, et on considère que le fait que les femmes gagnent le contrôle de leur fécondité, c'est que ça la justice, et là il y a un gain de justice, il y a un rééquilibrage, ou si, ce qui n'est pas forcément contradictoire, comme Cécile, vous pensez que c'est la justice, elle va plutôt se trouver dans un partage des rôles, des tâches, de la charge, et des différents types de charges qu'elle a décrits. C'est dans ces subtilités-là que ça va commencer à être intéressant. L'injustice est toujours presque plus facile à dénoter, parce qu'on a quelque chose en nous que ça vient scandaliser, que ça vient... et on la repère. Donc pour moi, c'est moins produire une définition là, de cet ensemble de choses qui, à mon avis, est très 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 différente. C'est pas, voilà, elle serait, mais de se poser en permanence la question que Paul Lou et Alexis posaient au début, est-ce que ces inégalités constituent des injustices, et à quel moment? Et qu'est-ce qui fait qu'on passe qu'une disparité ou une différence de traitement nous paraît une rupture d'égalité, une discrimination, une atteinte abusive aux droits, une violence. Et il faut utiliser tous ces termes-là dans leur polarité, même pour les violences gynécologiques et obstétricales, qui sont une grande diversité de pratiques quand même, comme l'a rappelé Lucie. Alors je ne vais pas les prioriser non plus. Je pense que c'est une stratégie qui est défensive, maladroite, souvent, quand on dit par exemple, oui, mais ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales, en fait, ça concerne très très peu de situations médiatisées, mais dans leur grande majorité, ça se passe bien. On l'a beaucoup entendu pendant le travail sur l'avis 142 du Comité national d'éthique. Il faut faire attention que ça ne vienne pas à banaliser des formes de violence ou de mauvais traitements qui peuvent être, comme l'a dit Lucie, verbaux, etc. Donc moi, pour l'instant, là, je me refuse à prioriser quoi que ce soit, ni numériquement, ni dans l'histoire. On voit que ça bouge très vite, juste par contre, ça. Que ça bouge très très vite. La différence entre la fin des années 60 et le début des années 70 sur ces histoires de contraception, c'est très rapide. Donc on a aussi des évolutions à voir. Donc là, moi, j'ai une petite question pour Cécile, si je peux. Vous êtes passé assez vite sur cette multiplication par 10 des vasectomies sur un temps très court. On sait peu, alors en valeur absolue c'est peu, mais alors en termes d'augmentation c'est énorme. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Est-ce que c'est une espèce de rééquilibrage très très progressif, très lent? Est-ce qu'on va vers... est-ce que ça c'est un des éléments qui est susceptible d'aller vers un peu plus de justice reproductive? Merci. Ce qu'il faut savoir sur la vasectomie, c'est que la France a une position particulière dans les statistiques par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou le Canada. On est un des pays au monde où on pratique le moins la vasectomie. Alors que c'est une méthode beaucoup plus pratiquée, on est autour de 10-15%, nous on est à 0, ou 0, quelque chose, dans d'autres pays. Donc en ce sens, il y a une forme de rattrapage par rapport à d'autres pays occidentaux qui est intéressant. Après, en France, la vasectomie a mis beaucoup de temps à être encadrée, c'est que depuis 2002, c'était pas interdit avant, mais c'était pas encadré légalement, donc c'est le cas que depuis 2002. On est dans un pays aussi où la vasectomie, comme la ligature des trompes, sont des opérations qui sont difficiles, auxquelles il est difficile d'accéder si on ne remplit pas des critères implicites. Les seuls critères légaux, c'est avoir 18 ans et respecter 4 mois de délai de réflexion, sauf qu'en fait, la majorité des médecins refusent d'opérer des gens en dessous de 42 ans et qui n'ont pas déjà plusieurs enfants. Donc, c'est très compliqué d'y avoir accès. Donc là aussi, on a des forums en ligne où les gens s'échangent quelques numéros, quelques adresses de médecins qui acceptent de le faire. Donc ça, c'est un autre enjeu. Et il y avait des travaux de Laurence Charton qui a travaillé sur la comparaison, il y a quelques années déjà, sur la comparaison France-Canada en matière de vasectomie, qui montrait que ça dépend aussi des représentations de la famille. Alors là, c'est vraiment ses travaux. Et elle expliquait qu'au Canada, quand on a eu, mettons, 2 enfants, ce qui est la moyenne, on considère que finalement, on a fait sa famille et que même si on se sépare derrière, on ne va pas aller refaire famille derrière.
En France, c'est différent. Pour la majorité des hommes, il y a quand même l'idée que si on se sépare, peut-être qu'on refera famille derrière, ce qui va aussi avec les inégalités en matière d'âge dans les couples, et la propension des hommes à se mettre en couple avec des femmes plus jeunes et donc encore fertiles. Donc là, on voit aussi que ce sont finalement des modèles autour du couple et de ce qu'est la famille qui sont différents d'un pays à l'autre. Après, sur l'évolution de ces 15 dernières années, il y a le fait qu'on en ait un peu plus parlé, il y a le fait que cette question de l'équité contraceptive monte progressivement, mais on n'a pas encore d'enquête là-dessus, donc voilà, j'espère pouvoir répondre mieux prochainement. Je précise sur la route que dans les milieux qui s'intéressent à la contraception dite masculine, il y a aussi une position un peu similaire à celle de François de l'Héritier, avec notamment un manifeste qui s'appelle « S'occuper de son sperme », où c'est la capacité à maîtriser le fait de se reproduire ou pas qui est le moteur de la contraception, et pas simplement une espèce d'absorption d'une responsabilité qui serait féminine à la base. Et d'ailleurs, pour avoir pas mal fréquenté ce genre de cercle, il y a une espèce de binarité entre d'un côté des gens qui viennent parce que toutes les autres méthodes n'ont pas fonctionné, et donc qui viennent en couple, et des personnes qui viennent seules, célibataires, et pour simplement partager et comprendre comment ne pas se reproduire quand on n'en a pas envie. Voilà. Oui, tout à fait, juste deux points. Effectivement, c'est les deux types de parcours qui mènent aux contraceptions dites masculines qui sont donc difficiles à trouver. Donc voilà, les parcours d'impasse contraceptive en termes de couple et les parcours d'hommes qui sont souvent plus jeunes, qui dans une partie des cas ne désirent pas du tout d'enfants, enfin voilà, qui se posent la question. Qui sont des bulles, voilà. Qui sont minoritaires. On n'a pas encore... moi, j'ai enquêté un petit peu là-dessus dans le livre. Quand j'ai soutenu ma thèse en 2019, c'était encore vraiment très très faible. Donc, c'est surtout... c'est l'avant-dernier chapitre du bouquin qui revient sur ces questions-là à partir d'ethnographie en ligne. Mais on a plusieurs mémoires de master sur ces questions-là. Et il y a des articles en cours d'écriture. Je fais du coaching à des jeunes. On aura bientôt des vrais articles scientifiques sur la question. Et ça va être super. Et voilà, ça va montrer ces choses-là. Et juste un tout dernier point, on a pas mal entendu parler, alors là c'est encore d'autres sphères de mouvements d'hommes, mais autour des mouvements masculinistes, autour de l'idée qu'elles peuvent nous faire des enfants dans le dos. Et en fait c'est intéressant parce que c'est des mouvements qui, malgré ça, vont pas forcément jusqu'à avoir l'idée de mettre un préservatif. Donc, alors que finalement, en fait, se faire un enfant dans le dos, ça marche dans les deux cas, quoi. Donc c'est aussi une manière de répondre à ça, de dire, très bien, occupez-vous de ne pas vous faire un enfant dans le dos. Vous êtes là aussi. Moi, je voulais... bonjour, Amélie Toussaint, je suis anesthésiste réanimateur. Je voulais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que la part de la volonté de se protéger aussi de MST dans le cadre de la contraception a été étudiée, parce que c'est quand même, dans les choix, c'est quelque chose qui est important. Et toujours dans les MST, moi je suis assez étonnée de voir que le vaccin contre le papillomavirus a été proposé d'abord aux jeunes filles et pas aux jeunes garçons, et que finalement ça s'est ouvert plus tard, mais avec une diffusion qui est assez faible. Et est-ce que ça a été aussi étudié, parce qu'il y a une inégalité de genre face à la maladie, le cancer du col, et on voit que ce problème qui devrait être collectif n'est pas pris en charge de façon collective. Ouais. Il y a assez peu d'études pour le moment. Je me demande si Valentine ne voulait pas travailler dessus. Valentine Becquet qui avait commencé, mais il n'y a pas grand-chose de publié. Et c'est vrai que c'est assez fou qu'on ait proposé ça qu'aux jeunes filles au début et pas aux jeunes hommes. C'est compliqué de convaincre les jeunes hommes, alors que dans les pays où le vaccin est très bien répandu, on voit que ça a vraiment... il n'y a plus de... le vaccin est vraiment très efficace, quoi. Donc c'est une question intéressante, mais sur laquelle j'ai assez peu de données. Sur la question des MST, alors moi j'ai pas mal travaillé là-dessus parce que j'ai pas mal travaillé sur le préservatif. Une première chose, c'est que les dernières données qu'on a sur le sujet, donc celles de 2023, qui sont sorties en novembre 2024, montrent pour la première fois qu'on a une baisse de l'usage du préservatif au premier rapport et au nouveau rapport, alors que le préservatif dont l'usage avait augmenté très rapidement au cours des années 90, c'était plutôt maintenu jusqu'à présent, ce qui était assez surprenant finalement, parce que le VIH est beaucoup moins présent qu'il ne l'était à l'époque, et malgré ça le préservatif avait une forme était considéré comme un symbole de l'entrée dans la sexualité, quelque chose qu'il fallait mettre sans se poser de questions. C'était pas toujours le cas, mais en tout cas ceux qui le faisaient pas savaient qu'ils auraient dû le faire.
Alors là, on voit que ça commence à baisser un petit peu. C'est pas du tout drastique, hein, mais ça baisse un petit peu. Et on voit aussi qu'il y a une recrudescence de certaines maladies sexuellement transmissibles, qu'on avait infections sexuellement transmissibles qui n'étaient moins présentes. On a beaucoup parlé de la syphilis ces dernières années, mais on le voit aussi sur d'autres critères. Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressée, c'est que j'ai pas interrogé seulement des personnes hétérosexuelles, j'ai interrogé des personnes qui avaient eu des rapports hétérosexuels dans leur vie, mais il y en a certains qui se définissaient comme bisexuels ou qui avaient été hétérosexuels et qui se définissaient désormais comme homosexuels, voilà. Et ce qui était intéressant sur le préservatif, c'est que chez les hommes en particulier, dans les entretiens, les hommes m'expliquaient que quand ils étaient en couple, quand ils avaient des rapports avec des femmes, ils s'attendaient à ce que les femmes s'en occupent. Par contre, quand ils avaient des rapports entre hommes, bien sûr qu'ils apportaient des préservatifs, bien sûr qu'ils y pensaient, et là, en fait, il n'y avait personne pour pallier leurs défaillances. Donc, on avait dans les rapports entre hommes une responsabilité qui était existante de fait, alors qu'ils s'en sentaient complètement libérés quand c'était avec des femmes qu'ils avaient des rapports. Donc, statistiquement, il faudrait solidifier ça, mais c'était intéressant de voir déjà, en fonction du sexe du partenaire, comment est-ce qu'on se situe en termes de responsabilité contraceptive. Après, sur la question des IST, ce qu'on voit aussi, c'est que la propension à faire des tests avant d'arrêter l'utilisation du préservatif dans le cadre d'une relation qui devient exclusive, c'est quelque chose où c'est plus les femmes qui le font, plus les femmes qui encouragent les hommes à le faire, etc. Mais il faudrait des données plus récentes. Par ailleurs, moi j'ai assez peu travaillé après le remboursement des préservatifs, qui est quelque chose d'assez récent, enfin ça date de 2019 et puis ça s'est étendu un peu ces dernières années. Mais ce que mes travaux avaient montré, c'était quand même que le problème du remboursement des préservatifs, c'est que c'était le remboursement de certains préservatifs, et qu'en fait la majorité des enquêtés me disaient bah oui, mais moi je veux que des Manix extra skin parce que sinon je trouve que c'est pas confortable, ça me serre, ça gratte, voilà. Donc il y a quand même le fait que le préservatif on considère souvent comme un symbole, alors que c'est aussi un objet vraiment très matériel, et qu'on préfère certains modèles à d'autres, et que de ce point de vue là il y a peut-être une limite dans le fait qu'il y ait 3 marques, je crois actuellement, qui soient remboursées. Je sais pas si sur les questions. Alors on a le temps pour une dernière question, mais il faut qu'elle soit rapide. Je m'appelle Tidanke Kamara, je travaille sur les DSSR. Nous avons réalisé une enquête ethnographique en République de Guinée auprès des professionnels de santé. Et moi, j'ai interrogé un chef de centre qui était infirmier et qui m'a dit « Je ne planifierai jamais une femme mariée sans le consentement de son mari ». Et donc, moi, ça m'a posé assez de questions. À la fois, il est le responsable il est le responsable du centre de santé. Et le plus souvent, les femmes qui viennent sont sans éducation, ne demandent pas l'autorisation de leur mari parce que d'emblée, ici, opposerait. Donc, je me demande sur le plan éthique comment on interprète cette action-là, étant donné que les sages-femmes aussi pouvaient faire la contraception pour les femmes, mais elles se cachaient aussi pour les réaliser, étant donné que les femmes qui venaient avaient plus de 10 ou 15 enfants. Merci. J'ai travaillé que sur la France, ce qui ne veut pas du tout dire évidemment que ce cas de figure n'existe pas. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qu'expliquent les soignants, c'est que du coup, il y a des femmes qui demandent des méthodes que leur partenaire ne peut pas voir. C'est notamment le cas de l'implant, qui est plus difficile à percevoir, parce qu'en fait la pilule, même si on cache sa pilule, la personne peut la trouver. Et en tout cas, effectivement, dans des rapports de genre inégaux, violents, etc., la contraception est un véritable enjeu. Et on en revient sur ce que je disais sur le retrait au tout début. Qui est-ce qui prend la décision de la reproduction ou de la non-reproduction dans le couple, avec par ailleurs des représentations aussi autour de ce que les hormones peuvent faire au corps de la femme, qui sont différentes d'un pays à l'autre, avec l'idée que finalement, si elle prend la pilule, c'est peut-être plus une vraie femme, parce qu'elle a plus ses cycles normalement. La question, on sait que la pilule, c'est pas des règles, pour les femmes, c'est des saignements de privation, mais du coup, le fait qu'on ait continué à donner des saignements de privation qui ne servent à rien aux femmes, comment est-ce qu'on explique ça? C'est aussi en lien avec ce que ça fait au corps des femmes, et quel est l'avis des hommes là-dessus. Voilà. Donc on a vraiment des choses qui se croisent, et c'est une question hyper importante de savoir comment ça se met en jeu. Très brièvement, je pense que votre question pose le point de solidarité masculine qui peuvent être le moyen de relations de genre inégales et oppressives, que peut-être que ça appelle des solidarités féminines et de la sororité, que c'est pas du rapport entre
que interindividuels ou que des individus face au système de santé, mais que c'est aussi des collectifs et que probablement alors je pense qu'il en sera question cet après-midi de l'injustice systémique, de la dimension systémique de ces choses-là. Je pense que c'est ça que vous pointez. Mais c'est aussi des solidarités qui s'exercent par un genre contre l'autre, là en l'occurrence, et qui fait perdurer des rapports de domination ou d'oppression. Donc je pense que c'est à ce niveau-là de lecture probablement qu'il faut le faire, qu'on n'avait pas trop abordé jusqu'à présent. Donc merci beaucoup de l'avoir mis sur la table. Sur ces questions, il y a les travaux de Joëlle Schwartz sur le Burundi qui sont hyper intéressants, où elle montre vraiment, elle travaille en Suisse, et Joëlle, elle montre vraiment comment ça se compose au sein du couple, ce que ça veut dire au Burundi sur le terrain qu'elle a étudié. Et d'ailleurs, elle a eu beaucoup de difficultés à avoir accès aux paroles des hommes, elle a surtout travaillé avec les femmes, mais c'est vraiment intéressant aussi. Bon, nous remercions très chaleureusement Fabrice Xil, Lucilla Biola et Cécile Thomé pour leur intervention et leurs réponses à vos questions.